Bonjour et bienvenue dans Récits stratégiques, la guerre asymétrique du Hezbollah au XXIe siècle. Nous avons produit dans un cadre associatif et nous diffusons cette série documentaire en 14 épisodes et presque une vingtaine de hors-séries depuis fin février, sans aucun financement public ou publicité, ni même le soutien d'un groupe de presse ou d'un centre de recherche. Nous espérons que vous appréciez le travail que nous avons effectué, mais vous le savez, rien n'est gratuit. Voilà pourquoi, pour accéder désormais aux épisodes 5 à 14, ainsi qu'aux bonus et hors-séries diffusés à partir de mai, nous vous demandons de nous soutenir en achetant ce documentaire contre la somme de 12 euros. C'est le prix de notre indépendance et d'un travail long d'écriture, de recherche, d'entretien, de lecture, de montage et de post-production. Pour ce faire, cliquez sur le lien que vous retrouverez dans les commentaires. Vous aboutirez sur une page de notre hébergeur AudioMeans sur lequel vous pourrez effectuer votre paiement et accéder sur toutes les plateformes à l'ensemble de nos épisodes au fur et à mesure de leur diffusion. Merci et bonne écoute. Для защиты России и нашего народа. L'option de la guerre peut apparaître a priori la plus rapide. But there's only one guaranteed way you can have peace. زلزال أمني وعسكري وسياسي ونفسي ومعنوي. They are fighting for the right of self-determination. 13 gone and not forgotten. We got 18 on Mountbatten. نحن مستعدين لأي اشتباك وفي أي لحظة وفي أي وقت. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. Le hurlement des sirènes. Israël a subi une attaque à grande échelle mardi 1er octobre. 190 projectiles avaient pénétré sur le territoire israélien. C'est la plus grande faille sécuritaire en Israël depuis les attaques du 7 octobre. Le Hezbollah a tiré lundi des roquettes sur Haïfa, à Jérusalem, à Tel Aviv. Au milieu de la nuit, la salve semble ininterrompue au-dessus des habitants. Ce dimanche, le Hezbollah a réussi à toucher une base militaire près de Benyamina au sud d'Haïfa. Le dôme de fer ne parvient pas à tout arrêter. Notre récit reprend à nouveau, juste après l'annonce du décès en martyr du secrétaire général du mouvement, Hassan Nasrallah. Mais cette fois-ci, consacrons-nous non pas à la défense et au sacrifice de son infanterie au sud, mais à la riposte que va envisager et mettre en place le Hezbollah, mais aussi ses alliés, afin de répondre à cette décapitation et plus largement à l'offensive sans limite de l'État israélien jusqu'en Iran. Car si le Hezbollah jure à chaque élimination de venger symboliquement la mort non seulement de ses partisans ou combattants, et plus encore lorsqu'il s'agit d'un de ses cadres dirigeants, comme Abbas al-Moussaoui d'abord, ou cadres militaires comme Imad Mournier, le mouvement de résistance n'est pas pour autant une mafia, à laquelle on veut souvent l'assimiler à tort, qui pratiquerait donc la vendetta, et qui rentrait, coup pour coup, immédiatement dans un cycle de violence que ces organisations connaissent. Voilà comment peuvent s'expliquer la prise en compte des enjeux géopolitiques et la décision de ne pas venger rapidement, ou à l'aveugle, le décès de son chef militaire en 2008 à Damas. Il faut aussi évoquer ici la conception du temps long, propre aux organisations islamiques, qui ne placent pas dans un agenda politique, à l'échelle d'un mandat ou d'une carrière politique, leurs revendications, mais bien au-delà, en plongeant, pour le cas du Hezbollah, son action et sa légitimité jusqu'en 680, à Karbala. Le Hezbollah, s'il rend des comptes à ses partisans, est avant tout redevable devant Dieu, selon sa logique et sa foi. On attribue parfois aux talibans, mais aussi à des mouvements africains, notamment Touareg, cette phrase qui pourrait résumer ce propos. Vous avez les montres, nous avons le temps. Et au-delà, le Hezbollah est un mouvement qui fait de la politique et qui, à l'image de ses alliés iraniens, savent négocier patiemment, attendre le moment opportun et qui construisent, voire reconstruisent sous les bombes et malgré les martyrs, le pays, leur organisation et leur stratégie afin de libérer Jérusalem, tout en sachant que ce chemin sera long, mais forcément victorieux. C'est en tout cas ce qui ressort de nombreux ouvrages ou analyses qui ont pu être réalisés à la fois sur le Hezbollah, mais au-delà sur la révolution iranienne et l'islamisme chiite notamment. Le parti en cela est tout à fait bien décrit comme celui de la résilience islamique par le chercheur Didier Leroy, qui par ce jeu de mots démontre que celui-ci ne fait pas que résister à des agressions, il progresse, il apprend et devient donc même plus fort ou meilleur à chaque coup que ses ennemis peuvent lui porter.
La question restant ici de savoir si cette guerre, débutée lors du front de soutien en 2023 et qui va s'achever en 2024, fut d'un autre niveau, et si les coups portés par Israël et les États-Unis d'Amérique ont été alors trop forts au point de faire rompre le Hezbollah et ses alliés. Ou bien si ces derniers ont bien montré une capacité non seulement de résistance mais de résilience sur le front du Sud, mais aussi en reprenant l'offensive en matière d'artillerie malgré la perte d'un grand nombre de dirigeants, et surtout lorsque va survenir la destruction de sa chaîne de commandement et de logistique, plus que nécessaire si l'on veut alors mener une guerre. Comment le Parti de Dieu et ses combattants vont-ils, malgré la transparence du front, via des moyens technologiques nombreux et quasi inimaginables, être en capacité de riposter, et quelles conséquences ces tirs de missiles balistiques en provenance du Liban ou de Téhéran vont-ils avoir sur la fin de cette guerre? Le récit de cette guerre que nous faisons ici s'appuie notamment sur le témoignage exceptionnel d'un haut responsable militaire du Hezbollah, Jawad, que nous avons pu rencontrer à Beyrouth en septembre 2025. Au cours des 14 épisodes que compose ce documentaire, nous débattons de ce conflit, de l'axe de la résistance, de ses chefs, de son histoire, de son infiltration, des assassinats, de l'utilisation de l'intelligence artificielle militaire, des objectifs et des moyens de cette guerre, des stratégies et des tactiques utilisées, ou encore des conditions du cessez-le-feu, mais surtout, des enjeux d'une guerre asymétrique. Le sujet de ce documentaire, la guerre, la stratégie militaire, est évidemment très sensible, et certains propos tenus par des intervenants, qui n'engagent qu'eux-mêmes, pourraient heurter des auditeurs. Cependant, l'objectif reste d'apporter des éléments à un débat public et de débattre de faits et de positions politiques affirmées par plus d'une quinzaine d'intervenants au cours de ces 14 épisodes. Ils sont chercheurs, analystes, anciens officiers ou membres des services de renseignement, et l'auteur ou les producteurs de ce podcast ne partagent pas forcément leur point de vue. Il s'agit de Agnès Levallois, analyste, spécialiste en relations internationales et présidente de l'IREMO, de Olivier Mas, ancien officier français et ancien chef de poste de la DGSE à Beyrouth, de Guillaume Ancel, ancien officier français et écrivain, de Michel Goya, ancien officier français et historien, de Bernard Ourcade, géographe et directeur de recherche émérite au CNRS, mais aussi du général Elias Farat, ancien responsable de l'orientation au sein des forces armées libanaises, de Rafi Madayan, analyste en relations internationales et ancien responsable du Parti communiste libanais, de Mohamed Rawaja, député au Parlement libanais du mouvement Amal, allié au Hezbollah, et auteur de livres de stratégie militaire, et de Walid Charara, journaliste libanais et spécialiste des relations internationales. Je m'appelle Emmanuel Iriart et vous écoutez Récit stratégique, la guerre asymétrique au XXIe siècle, le cas du Hezbollah libanais. Un podcast produit par Images d'ici et d'ailleurs. Épisode 12. La capacité de résilience du Hezbollah. Israël fait donc face à une résistance féroce sur le terrain qui est largement favorable topographiquement à la défense, mais dans quelle mesure une armée ici non étatique est-elle en capacité de tenir un front de 105 km pendant 2 mois, alors que ses chefs, dont le premier d'entre eux, ont été éliminés, et qu'eux-mêmes sont la cible de drones qui, alimentés par l'IA, les recherchent en permanence, y compris quand ils souhaitent rentrer chez eux, voire quitter les zones de combat. Une autre question presque triviale se pose. Comment vont-ils se réapprovisionner en eau, en nourriture, mais aussi en munitions? Où vont-ils dormir, se cacher, ou réussir à se déplacer dans des conditions de guerre à haute intensité? Ils n'ont utilisé aucune installation défensive. Jawad, officier supérieur du Hezbollah. Expliquons-nous, ils n'ont pas été dans les tunnels, ils n'y ont pas été car ils avaient des doutes sur tout. Les tunnels, les caches, ils sont allés aux caches directes, ils se planquaient dans les buissons, dans les forêts, dans les maisons, au-dessous des débris. Ils ont creusé des trous dans la terre, ils ont improvisé, sans système de communication. Ils ont d'ailleurs reconstruit entre eux des systèmes de communication primaires, filaires, et avec des moyens aussi rudimentaires. Ils ont empêché l'armée israélienne. Comme aimait à le rappeler le général Omar Bradley, qui brilla durant la guerre de Normandie en 1944, les amateurs parlent de tactique, tandis que les professionnels discutent logistique. Cette dernière est bien un élément en effet central de la conduite de la guerre, et souvent d'ailleurs la cible des partisans de la guerre asymétrique, afin d'assécher la puissance de l'ennemi lors d'une offensive. Très tôt dans le déclenchement des opérations terrestres, nous avons compris dans les épisodes précédents que Tsahal maîtrisait et dominait les airs, et qu'elle appliquait cette stratégie chère au général italien Giulio Douhet, consistant à bombarder plutôt une boulangerie
qu'une tranchée. Comprenez qu'il est plus efficace de s'attaquer au ravitaillement centralisé d'une armée ennemie qu'à chacun de ses soldats sur le terrain, surtout quand ils peuvent disposer de moyens de protection et de défense. Rappelons que ce n'est plus le cas pour le Hezbollah, qui à ce moment-là doute de chacun de ses membres du fait de la pénétration probable de ses rangs par le Mossad, mais c'est surtout que ces tunnels ne sont plus des caches idéales, en cela qu'ils sont sûrement connus et surveillés, voire piégés, par l'ennemi. Est-ce que je peux aller me planquer dans ce tunnel? Jawad. Peut-être qu'ils connaissent ce tunnel, que je vais être bombardé. Comment avons-nous réussi à faire cela? C'est aussi et surtout notre connaissance de ce que l'ennemi est capable de faire ou de ne pas faire qui nous a permis de savoir si tel tunnel ou tel autre peut-être est grillé, mais si celui-là ne l'est pas. Dans tel endroit, les communications restent opérationnelles, dans tel autre endroit où ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, la résistance est en train de faire une investigation, une enquête afin de savoir ce qui s'est passé dans tous les domaines. Le mouvement dans son entier se retrouve donc dans un doute et au-delà face à une obligation de repenser ses tactiques, ses manœuvres et son organisation la plus basique, ne serait-ce que pour que ses combattants puissent se reposer, se nourrir, s'équiper ou communiquer. Tout le réseau de tunnels et de communication mis en place depuis les années 2000, au sud, le long des 105 km de frontière avec Israël, est à repenser ou à utiliser, mais à grand risque. Et au-delà de la résistance, par petites poches autonomes qui pourraient survivre quelque temps au sud, il va falloir aussi et surtout permettre de renvoyer des troupes et d'évacuer des blessés, d'approvisionner ces combattants qui ont dû trouver refuge, on le comprendra plus tard, dans des abris de fortune. Israël a engagé 5 divisions dans la bataille du Sud. Il n'arrivait pas à mener une offensive dans le sens d'une manœuvre de division, malgré tout ce dont dispose Israël en matière de drones. Que faisait-il? Ils avaient des drones, les écoutes, tous les moyens de renseignement possibles. Ils avaient le soutien de l'artillerie, des chars, des blindés. Ils déterminaient une cible, allaient investir tel tunnel. Donc pour cela, Le récit stratégique est produit dans un cadre associatif à but non lucratif. Toutefois, pour garder notre indépendance, dans le format, la durée, la réalisation et le traitement, nous ne souhaitons pas dépendre de la publicité ou d'un groupe de presse. C'est pourquoi nous vous proposons d'accéder à l'intégralité des 14 épisodes et à la vingtaine de hors-séries ou de bonus en cliquant sur le lien qui se trouve en tête de la description du podcast. Il vous mènera sur une page de paiement de notre hébergeur AudioMeans et contre 12 €, vous pourrez écouter cette série documentaire en intégrale sur un grand nombre de plateformes. Nous espérons avant tout que ce podcast vous plaît et que vous serez nombreux à nous soutenir afin de pouvoir produire une saison 2 sur un autre conflit. Merci.